Bon, maintenant que j'ai un corps, je vais enfin pouvoir avoir mon émission. Laisse-moi y réfléchir. Bon, l'avantage, c'est que déjà, c'est plus une image fixe. Bon, c'est quand les prochains clichés sur 20? Ah, c'est un nom de merde. On va devoir renommer ça rapidement. Et tu comptes faire quoi? Non, fini les conneries avec le young adulte, le pentacle et tout ça. Non, on va repartir sur des bonnes bases et essayer de mieux travailler les vidéos. Bon, moi je me casse, parce que ça commence par un top. Et j'ai plus rien à faire ici. Pardon? Non mais sérieux, t'es vendu là? Tu vas nous faire quoi la prochaine fois? Un top 10 sur les différents styles littéraires? Bon, ça suffit vous deux ou je vous ramène à la cave? Comme au bon vieux temps. Ouais, je préfère. Bonjour à tous amis lecteurs et bienvenue dans ce numéro de Geek Librairie. En France, nous avons une pléthore d'écrivains et, fort heureusement, dans un sens, ils ne se limitent pas qu'à Werber, Musso et Chatham, aussi bons cela soit-il. Ces écrivains dont je vais parler aujourd'hui sont peut-être déjà bien connus de l'univers geek. Mais pour une fois, cette vidéo ne s'adresse pas à vous, amis geeks. Non, ni même à vous, amateurs de SF-FF. Science-fiction, fantastique, fantasy. C'est cadeau, maintenant vous le savez. Aujourd'hui, le but de cet épisode est d'inciter des gens à partir un petit peu sur un credo qui a été souvent mal aimé en France. Si ça peut convaincre votre entourage d'essayer de changer un petit peu et de sortir des sentiers battus, ce n'est pas plus mal. Et pour commencer, on va parler de Jack Spitz. J'en ai parlé sur les 2 premiers épisodes de ma chaîne. Des étrons visuels, je vous rassure de suite, les 2 premiers épisodes sont une calamité au montage. Mais maintenant que j'ai un meilleur matos, que j'ai enfin un micro digne de ce nom, il me semblait un peu logique de reparler un petit peu de Jack Spitz. Pour la faire courte, Jack Spitz est né à Gazaouet, anciennement Nemours, à l'époque où l'Algérie était encore une colonie française en 1896. Il est mort en 1963, un peu oublié de tous malheureusement, et c'est tout récemment, grâce aux rééditions de la part de Bragelonne et aussi de l'Arbre Vengeur, que nous pouvons relire cet écrivain français un peu tombé dans l'oubli. Mais pourquoi je vous conseille Jack Spitz? Comme je l'ai dit, la science-fiction n'est pas forcément un genre particulièrement aimé. Nous avons eu d'excellents écrivains français, mais à un moment donné, on en a oublié quelques-uns en route. J'ai trouvé très intéressant l'écriture de Jack Spitz, parce qu'en fait, nous avons là l'écrivain parfait pour nous faire une idée de ce qu'était la littérature avant la Deuxième Guerre mondiale et après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. J'ajouterai que Jack Spitz a souvent été reconnu pour de la tragédie avec une pièce de théâtre aujourd'hui manquante qui s'appelle Ceci est un drame. Ok, j'ai un peu défoncé l'œil du purgatoire, mais sa vision et son traitement du sujet étaient très intéressants et mériteraient peut-être que je me repenche sur le sujet. Mais quittons cet univers SF des années 30 aux années 50 et intéressons-nous un peu plus à un écrivain contemporain. Je veux parler de Laurent Genefort. Les habitués de la SFFF sont évidemment très friands des écrits de Laurent Genefort. Moi, ce que j'apprécie, c'est que quand on voit un petit peu le parcours de Laurent Genefort, il y a un nom qui ressort, qui est celui de Serge Brussolo. Serge Brussolo, si on se penche un petit peu sur lui, je suis désolé pour la petite digression, il a écrit tellement de choses que je pourrais faire un mois complet sur tout ce qu'il a écrit. Mais il se trouve que j'ai plutôt préféré parler de Laurent Genefort parce que j'ai eu la chance de le croiser au Nice Fiction Festival fin avril 2016. Et ce qui est très intéressant, c'est aussi les prises de position de Laurent Genefort qui ne laissent pas forcément indifférent. Je suis le produit d'une époque où les jeunes ont été dégoûtés très tôt de la politique, de droite comme de gauche. Dans les années 1980, nous avions une conscience aiguë que les jeunes ne représentaient qu'un poids pour la société et non un espoir. Nous nous apprêtions à aller grossir les chiffres du chômage. Par la suite, mais quelques tentatives d'intégrer des organisations m'ont conforté dans le dégoût des partis politiques. Je demeure malgré tout un sympathisant de la libre pensée ainsi que des idées laïques et républicaines. Ceci n'est qu'un extrait d'un entretien qu'a eu Laurent Genefort avec Éric Vial. Est-ce que ça vous pose pas le bonhomme? On est en 2016, il a sorti ça dans les années 80. Ce point de vue peut se retrouver très facilement dans les écrits de Laurent Genefort, mais ce serait très réducteur que de m'arrêter à ça. Bon, évidemment, les univers de Laurent Genefort sont reconnus par tous, et ce ne sont pas les prix littéraires pour L'Humaine, Point Chaud et Arago qui vont dire le contraire. Si vous voulez quelque chose qui fasse une critique de la société qui encore de nos jours ont un impact très percutant, je ne peux que vous faire conseiller Laurent Genefort. Mais si, au lieu de parler de Serge Brussolo comme tout le monde s'y attendait, je passais sur Joël Houssin. Ok, j'en avais parlé dans un top un peu pourri à l'époque où je savais vraiment pas écrire une vidéo. Bon, passons. Mais il se trouve que comme pour Jack Spitz, j'ai envie de reparler de cet auteur. Joël Houssin, il est très connu pour le cycle de Doberman qui a été adapté au cinéma. Mais il faut savoir que Doberman a été écrit très longtemps avant le film, entre 81 et 84 si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, pour la petite information, pour ceux que ça intéresse, le cycle complet de Doberman a été réédité en 2014 chez Ring. Et pourquoi je vous en reparle aujourd'hui? Un peu pour la même raison que pour Jack Spitz. Parce que tu as la flemme. Non, en fait, si je veux parler de Joël Houssin, ce n'est pas pour Doberman, c'est pour le temps du twist où on avait une meilleure vision, je trouve, des zombies dans les années 90. En fait, il faut savoir que Joël Houssin avait sorti une très bonne histoire de zombies avant que le zombie devienne à la mode. Ça y est, c'était mieux avant. Et cette histoire, évidemment qui est le temps du twist, c'est vraiment
démarquer du lot jusqu'au point de gagner un prix littéraire. Ok, c'est facile quand on parle de prix littéraire, y a pas que ça qui compte. Mais si je devais résumer le tour du twist en 4 mots, et je peux vous assurer qu'une fois que j'aurai dit ces 4 mots, vous allez vous intéresser au tour du twist. Et pas qu'un peu d'ailleurs. Zombie, loup-garou, voyage temporel, Led Zeppelin. C'est bon? Tu l'as là? Voilà. Rien qu'avec ça, je pense que vous avez une petite idée de ce qui est capable de nous pondre Joël Houssin dans le sujet. Si vous voulez conseiller quelque chose de complètement barré et déjanté, le tour du twist de Joël Houssin, c'est parfait. Bon, j'avoue, dans le tour du twist, il y a un anti-héros complet qui serait digne des grandes sagas de Young Adult, mais bon, j'avais promis de plus taper sur le sujet, hein. C'est gratuit, cadeau. En fait, Joël, c'est une bonne introduction, la SSF française aussi. Ok, vous pouvez très bien commencer par faire lire les Doberman, et une fois que la personne a accroché à Doberman, vous pouvez dire, tiens, attends, il a écrit ça aussi. Et vous lui refilez le temps du twist. Si c'est un de vos amis qui est un petit peu calé dans SF, genre fan de Doctor Who, vous pouvez lui conseiller le temps du twist. C'est assez barré pour qu'il puisse l'apprécier. En plus, ça se passe en Angleterre. Que demande le peuple? Évidemment, il y en a peut-être quelques-uns qui n'aiment pas les écrits qui se prennent trop au sérieux, et je peux le comprendre. Mais là, je veux parler de quelqu'un de complètement différent, qui mériterait un plus gros succès sur les internets, entre autres. C'est un habitué des Geek Librairies maintenant. Je veux dire, vous le connaissez tous, je veux parler de Neijo Munsi. Quoi, comment ça, je suis faillot? Neijo Munsi est pour moi quelqu'un qui mériterait un peu plus de considération dans le paysage littéraire français. Il est capable d'écrire complètement déjantés, comme avec Jésus contre Hitler par exemple, ou d'écrire beaucoup plus sérieux, comme par exemple une histoire qui traite de l'âme des robots avec Capacès, qui est une de ses dernières sorties. Quand on a un panel assez large pour proposer une histoire complètement déjantée ou une histoire beaucoup plus sérieuse et sombre, je pense que c'est un auteur qui peut valoir son intérêt. Mais si je parle de Neijo Munsi, c'est aussi par rapport à ses engagements sur divers sujets. Je veux dire, on peut très bien suivre ses idées sur page 42 par exemple, dont j'en mettrai le lien dans la description. Le fait qu'on puisse le soutenir pour son travail d'écrivain via Tipeee, ce que je trouve une excellente initiative, je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ça, Neijo Munsi incarne un peu cette nouvelle avant-garde de la littérature qui pourrait poindre d'ici une dizaine d'années au grand maximum. Mais tout ça, c'est des petits détails, et je pense que si vous allez sur la page de Neijo Munsi, vous trouverez peut-être pourquoi je parle de ça. Si je vous le conseille, c'est que ses écrits sont relativement accessibles et qu'on le trouve essentiellement en numérique. Donc effectivement, on a moins de regrets si on n'a pas apprécié un de ses écrits. Je veux dire, au moins ça nous revient beaucoup moins cher. Pour tout ce que ça implique à l'heure actuelle de nos jours, que c'est quelque chose de très rafraîchissant à voir. Parce que n'allez pas te dire que si vous n'avez pas aimé un bouquin qui vous a coûté, allez, 4 euros, au moins ça vous plaît pas, vous avez perdu que 4 euros. Parce que si vous perdez 20 euros sur un bouquin que vous n'avez pas aimé, vous sentez passer la différence. Comment on peut se permettre des choses un peu plus folles avec le numérique? Et ça, Neijo Munsi l'a très bien compris. Bon, jusqu'à maintenant, j'ai énormément parlé de science-fiction, d'anticipation. Et si nous partions un petit peu ailleurs? Et j'ai la personne parfaite pour ça. Rôliste? Amateur de steampunk? Je veux dire, rien qu'avec ça, déjà, il y en a certains qui sont en mode... Je veux parler de quelqu'un qui est très apprécié sur l'univers Booktube, qui est aussi un romancier de talent en France. Je veux bien sûr parler du grand Pierre Pével. Que ça soit avec le cycle d'Ambremer qui est ressorti chez Brajlon sous le nom du Paris des Merveilles, un petit univers très bien qui mêle fantasy et steampunk, et je peux vous assurer que pour me faire aimer la fantasy et le steampunk à l'heure actuelle, il en faut. Que ce soit avec l'univers des Lames du Cardinal qui furent un succès rôlistique incontestable, en tant que rôliste, je ne peux que chaudement vous conseiller de vous rapprocher des univers de Pierre Pével et de toute la fantasy qu'il a su écrire à travers le temps. Je veux dire, ça vous changera des Game of Thrones en ce moment et des univers de Tolkien ressuscités sans âme. Ouais, ça aussi c'était cadeau. Ouais, je m'attends à des haters dans les commentaires là. Je veux dire, l'Angleterre a Pratchett, Tolkien et a J.K. Rowling. Mais ça nous ont un peu dans la fantasy quand même, non? Pour le dernier, j'aurais pu parler de Sir Cédric. Il se trouve qu'on m'a offert l'intégrale, mais que je les ai pas encore lus. Donc bon, pour l'instant, j'en parlerai pas. Peut-être un jour, mais pas pour l'instant. Non, j'ai envie de retourner sur la SF parce que c'est un petit peu mon domaine de prédilection, sans blague. Et je vais parler d'un auteur qu'on connaît sous le pseudonyme d'Ayardal. Ayardal, c'est un des plus gros noms de la SFFF à l'heure actuelle en France. Qu'on peut très bien placer à côté de, je sais pas moi, justement de Laurent Genefort, de Bruce Solo, de Joël Houssin. Je veux dire, la liste est longue, hein. Vraiment, on pourrait me reprocher de pas avoir parlé de Damasio, mais bon, c'est pas grave. Mais Ayardal fait partie de ceux-là. Ayardal était très reconnu dans le milieu comme étant une grande gueule et qui n'hésitait pas à poser ses corodes sur la table pour faire valoir son point de vue. Il n'hésitait tellement pas à dénoncer tout ce qui n'allait pas qu'on n'hésitait pas à le traiter d'anarchiste. Alan Moore aussi est anarchiste, hein, dans l'absolu, je trouve pas que ce soit une insulte. Ce qui n'empêchera pas Ayardal d'être très engagé contre Adopi par exemple en 2009. Mais il fut aussi très engagé par la création du droit du cerf, un collectif qu'il a créé d'ailleurs la même année, si je dis pas de conneries, dont le but tout simplement de ce collectif est de faire reconnaître le droit des auteurs de jouir décemment de leurs œuvres. D'ailleurs, un petit collectif qui a été rejoint entre autres par Pierre Bordage, mais bon, lui j'en parlerai dans un autre numéro. Pour revenir à Ayardal et à ses œuvres, je pense qu'Étoile Mourante serait une bonne entrée dans la matière. Et aussi parce qu'Ayardal fut pendant un long moment considéré comme l'artisan du renouveau de la SF en France. Et ce qui m'attriste, c'est qu'à sa mort en 2015, on a parlé de tellement de morts que celle d'Ayardal est passée sous le radar. Je veux dire, elle a fait un effet monstrueux dans le monde de la littérature, tellement peu de médias traditionnels en ont
parler que moi ça m'a complètement dégoûté. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a un vieux débat qui tourne là-dessus. Bon, j'en avais un petit peu abordé le sujet au mois de juillet dans cette vidéo, mais maintenant je vais parler un peu d'autre chose. Mais nous vivons dans une époque où il y a de plus en plus d'auteurs et de moins en moins de lecteurs. Et on se retrouve avec des maisons d'édition qui parfois ne misent que sur des valeurs sûres. Et évidemment, certains ont une grosse tendance à dénigrer la SFFF. Et c'est pas bon du tout. Je pourrais dire que maintenant c'est le cas, mais même Jules Verne en son temps s'est pris des tacles là-dessus. Jules Verne est peut-être un des écrivains français qui s'est le mieux exporté à travers le monde. Ce qui est quand même le paradoxe français en termes de littérature. On ne jure que par les anciens grands maîtres, les Maupassant, les Baudelaire, les tout ça. Et dès qu'on part sur un truc qui n'a absolument rien à voir, qui sort de ce cadre qu'on a voulu nous faire former, on se fait défoncer les dents. Et ce n'est pas normal. Et en fait, techniquement, rare sont les écrivains de SFFF qui percent ce plafond, parce qu'il y en a beaucoup qui mériteraient beaucoup plus de considération. Et rien que ceux que là je viens de citer ont plus d'intérêt et beaucoup plus de génie créatif, je pense que le terme est mieux choisi là, de génie créatif et de potentiel d'histoire que tous ceux qu'on peut voir pour les prix Goncourt, les Renaudot et tout ça. Bon, alors, je suis très orienté sur le sujet, évidemment, mais je pense à l'heure actuelle que la France doit changer de politique sur la SFFF. C'est déjà le cas, on peut voir une grosse percée sur le sujet, mais j'espère vraiment que cela changera avec le temps. Regardez toutes les émissions littéraires qui ont pu exister, que ça soit Vol de nuit avec PPDA, Au fil de la nuit, La Grande Bibliothèque, Un livre un jour, les chroniques d'Augustin Trapenard aussi sur Canal+, dans le Grand Journal. La SFFF n'y a pas sa place, ou du moins très peu. Et les rares fois où j'en entends parler, j'ai envie de dire, les gars, lâchez l'affaire, je prends votre place, hein, je présenterai 10 fois mieux que vous, y a pas de problème. Que là je dénonce avec la SFFF ne se retrouve pas qu'en littérature, il se retrouve aussi dans les films, dans les séries, dans beaucoup de choses. Parce qu'il y a un gros décalage aussi, faut le dire, entre les genres, c'est que le thriller passionne. L'horreur perce par moments, sinon Maxime Chatham et Sir Cédric ne seraient peut-être pas autant parler. Il y a ce petit quelque chose qui fait que ça ne demande qu'à percer, qu'à ne demande qu'à pousser, et il faudrait peut-être un petit peu que certaines élites littéraires prennent définitivement leur retraite et laissent la place à d'autres. D'ailleurs, si vous voulez un exemple tout simple du décalage qu'il peut y avoir entre les élites littéraires et la masse populaire, allez à un salon du livre. La SFFF ne s'est jamais aussi bien portée dans un salon du livre. Puis techniquement, si la SFFF n'était pas aussi détestée en France, Brajlon serait le premier éditeur, je pense. Je dis pas ça pour les caresser dans le sens du poil pour qu'ils partagent. Mais si Brajlon à l'heure actuelle est le premier sur la SFFF, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont compris qu'il y avait un marché à prendre. Et ils l'ont pris accessoirement. Bon, je vais arrêter de m'acharner là-dessus, parce qu'il y a un autre sujet qui vient, et qui est tout aussi important, dont on va parler la semaine prochaine. Donc d'ici là, ayez toujours un livre à portée de main, et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.